Salut les gourmets, bienvenue sur Santé et Gourmandise. Aujourd'hui, je vous propose de changer un petit peu de format. On se retrouve ici pour faire un peu le tour de mes indispensables en cuisine à faible indice glycémique. Donc, qu'est-ce que je vais rajouter dans mes plats au quotidien? Qu'est-ce que je vais utiliser comme combinaison, association d'aliments pour les encas gourmands, pour les plats du quotidien? Céréales, farine, pâtes, légumineuses. On fait un peu le tour ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut incorporer dans nos plats pour se régaler à IGBA, pour pas avoir l'impression en fait d'avoir des plats qui sont redondants, de manger toujours la même chose, pour changer et pour se régaler au quotidien tout en consommant de bonnes assiettes complètes à faible indice glycémique et végétarienne, parce que oui, on peut totalement combiner alimentation végétarienne et alimentation à faible indice glycémique. Vous allez voir, c'est même totalement compatible. On a un bon apport de céréales complètes, de légumineuses, de protéines végétales et on fait le plein de nutriments tout en se régalant. Franchement, l'alimentation végétale et IGBA, c'est un régal au quotidien en toute simplicité, pas besoin de se prendre la tête. On peut faire des plats tout simples, complets, rassasiants et se régaler, faire le plein de nutriments sans se prendre la tête. Il y en a pour tous les budgets, donc on y va, on se fait plaisir, c'est parti. Alors sachez que d'autres vidéos sur les thèmes sont à venir, donc dans ce type-là où on parle un peu autour de l'alimentation à faible indice glycémique pour vous donner des idées, vous inspirer au quotidien, ainsi que d'autres petites recettes ultra gourmandes et toujours à IGBA. Donc si vous voulez profiter de toutes ces nouvelles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification, comme ça vous n'en raterez aucune. Je vous invite également à me rejoindre sur mon compte Instagram Santé et Gourmandise et sur le site santéetgourmandise.com pour retrouver encore plus de recettes à faible indice glycémique que je partage un peu au quotidien, que ce soit sous forme de story, sous forme de post, sous forme de recettes complètes. Ça vous inspirera, ça soutiendra mon travail. Si ces recettes, ces vidéos vous inspirent, si elles vous ont aidé, ça vous en aidera certainement beaucoup d'autres autour. Donc n'hésitez pas à partager et à me donner vos retours, c'est toujours avec grand plaisir. Allez, c'est parti, on passe aux indispensables en cuisine pour cuisiner IGBA au quotidien. C'est parti. Alors pour commencer, je vous propose de voir dans un premier temps en quoi combiner alimentation IGBA et alimentation végétarienne ou végétalienne, végétale. Ça peut être une bonne chose. En quoi ça s'associe parfaitement? Eh bien, tout simplement, mais vraiment tout simple. Quand on commence une alimentation végétarienne, donc la première chose qu'on va faire, c'est vouloir supprimer tout ce qui est animal, donc tout ce qui est viande. Donc dans un premier temps, en fait, on va se rabattre beaucoup sur des glucides, en fait, des céréales, etc. pour avoir un bon apport en protéines, en fibres, en nutriments, parce que c'est ce qui va être le plus simple à trouver dans un premier temps. Seulement, en fait, ça va être beaucoup de glucides qui vont être ingérés en même temps. Beaucoup de personnes en fait vont avoir des prises de poids ou des variations de poids avec ce changement alimentaire. Eh bien, tout simplement, l'alimentation IGBA va venir donner une petite solution à ça, qui va être en fait de privilégier les aliments à faible indice glycémique, donc des céréales qui vont être complètes, qui vont être riches en fibres et qui vont limiter en fait l'augmentation du taux de sucre dans le sang. Et ça va empêcher en fait une prise de poids suite à une ingestion en grosse quantité de glucides. Et surtout, ça va en privilégier en fait des céréales qui vont avoir un grain entier. On va avoir une richesse en nutriments et en protéines qui va être plus importante, puisque on le sait, le plus gros apport en nutriments, il va être dans l'enveloppe du grain en fait. Quand on a de la farine blanche ou des grains qui vont être dépelliculés, etc., on a juste l'amande qui est au centre du grain. Nous, quand on privilégie des aliments qui vont être complets, c'est-à-dire qu'on a l'amande du grain et on a aussi l'enveloppe. Dans l'enveloppe, on a la plupart en fait des nutriments qui vont être présents dans cette enveloppe. Il y a une richesse en nutriments dans la peau des divers aliments, en fait même des fruits, etc. On a beaucoup de vitamines, de nutriments qui sont présents dans la peau et en les consommant, en fait, on va ingérer tout simplement ces nutriments, on va pouvoir en profiter. Mais il y a aussi une grande richesse en fibres et en protéines qui sont présents dans les grains complets. Donc, quand on a une alimentation végétarienne, on les prend bien volontiers, ces protéines en plus, et cette richesse en nutriments. Alors ensuite, il y a beaucoup de personnes, quand ils adoptent une alimentation végétarienne, ils ont du mal à ressentir la sensation de satiété. La sensation de satiété qui est
apporter en fait plus facilement quand ils consomment de la viande. Tout simplement, ils ont l'impression d'être plus rassasiés, et en fait en éliminant la viande, ils ont l'impression d'être un gouffre sans fond, d'avoir toujours faim, donc d'avoir à manger beaucoup de glucides en quantité pour pallier en fait à ce sentiment de non satiété. En fait, ils ont l'impression d'être insatiables et tout simplement ils ont besoin de manger beaucoup plus. Quand on adopte une alimentation à faible indice glycémique, on va sélectionner des aliments plutôt avec du grain entier, donc des aliments complets, et on va aussi apporter une place essentielle au gras dans notre alimentation, tout ce qui est noix, oléagineux, amandes, etc., huile, olive, donc des aliments en fait qui vont servir à baisser l'indice glycémique du bol alimentaire, puisque ça ralentit la digestion, ça va ralentir l'assimilation de tous ces sucres, tous ces glucides. Les glucides vont être diffusés de manière plus lente, plus progressive dans le sang, et ça va éviter les pics de glycémie après les repas. Mais le deuxième bénéfice en fait à ajouter des oléagineux, des acides gras essentiels à nos plats, ça va être également d'apporter un bon sentiment de satiété, puisque des bons acides gras, en fait tout ce qui est noix, oléagineux, c'est assez calorique, et ça va permettre en fait d'installer cette sensation de satiété. En fait, ça va venir nous caler plus rapidement, ça ajoute donc une richesse en nutriments, en protéines, en acides gras essentiels, donc ça c'est excellent. Mais ça va surtout donc venir nous caler, on va se sentir beaucoup plus rassasié, en plus d'ajouter de la saveur, parce que ça ajoute de la gourmandise dans nos plats. On a du croquant, on a du fondant, enfin dès qu'on ajoute du bon gras dans les plats, en général c'est tout de suite beaucoup plus gourmand. Et par la même occasion, en fait, on va avoir cette bonne sensation de satiété après le repas, et ça fait du bien. On se sent pas frustré en fait, avoir la sensation d'avoir encore faim et d'avoir encore besoin de manger. Ça va combler notre apport calorique, et ça c'est tip top. Vous l'aurez compris, en associant en fait tout simplement alimentation IGBA et alimentation végétarienne, végétalienne, tout ce que vous voulez, ce binôme en fait fonctionne super bien, puisqu'on apporte une richesse en fibres, en nutriments, en acides gras essentiels, en protéines végétales. Ça va permettre en fait de garder un mode de vie viable en fait au quotidien, pouvoir se régaler avec gourmandise, sans frustration et sans craindre en fait que ce changement de régime alimentaire puisse déséquilibrer la balance, en fait, tout simplement, puisse nous perturber le corps avec des changements de poids trop importants. Là, on est sur sur une alimentation en fait plaisir, tout simplement, qui va bien s'équilibrer et qui va nous apporter tout ce dont notre corps a besoin au quotidien pour fonctionner. On va avoir de l'énergie, de la vitalité, on va avoir moins de risque d'être carencé, puisqu'on fait attention à avoir une bonne richesse en minéraux, en nutriments, etc. Donc c'est une alimentation qui convient très bien. Après, voilà, à chacun d'adapter les dosages, les quantités, les aliments selon votre transit, selon votre immunité aussi, selon chaque corps est différent, chaque personne a des besoins, des goûts différents, donc à adapter selon chaque personne, à moduler en fait selon les goûts de chacun, et on s'y retrouve très bien. Donc là, je vais vous montrer une petite liste d'ingrédients qui se trouvent dans mes placards. Je vous fais cette petite vidéo pour vous donner des idées, pour enrichir vos placards, pour enrichir votre bol alimentaire au quotidien, diversifier vos assiettes et vous faire plaisir au quotidien à faible indice glycémique, avec de bonnes petites recettes végétales. Alors parmi mes favoris, on va parler dans un premier temps des pâtes. Alors les pâtes, c'est le premier truc. Quand on passe à une alimentation IGBA, on se dit mon Dieu, on ne peut plus manger de pâtes blanches, qu'est-ce qu'on va manger à la place? Alors sachez qu'il y a foison de pâtes, surtout maintenant il y en a de plus en plus des pâtes différentes, et après en fait le choix, ça va surtout être en fonction de votre budget et en fonction de vos goûts. Ici, donc pour une alimentation à faible indice glycémique, vous avez des pâtes de blé complet ou intégrales, vous avez des pâtes de légumineuses, vous avez des pâtes de sarrasin, des pâtes de quinoa, tant que c'est une céréale à faible indice glycémique qui est à la base de ces pâtes, vous n'avez pas de souci à vous faire. Nous ici, on privilégie les pâtes au blé intégrales.
Donc surtout pour mon conjoint, parce que moi j'essaye de limiter un maximum le gluten puisque je le digère mal. Mais si vous n'avez aucun souci avec le gluten, vous pouvez vous faire plaisir avec des pâtes au blé complet ou intégral. Des pâtes à l'épeautre aussi, ça existe, c'est très bon aussi. Pour moi, j'adore utiliser des pâtes de sarrasin. Ça c'est vraiment, ça cuit super vite, donc ça dépanne bien quand on veut un plat rapide, qu'on a une bonne envie de pâtes. Les pâtes de sarrasin, je trouve que ça reste très doux au goût. Vous avez la marque Lazzaretti que j'adore personnellement. Après, vous avez plein d'options différentes. Il y a les nouilles soba, etc. Méfiez-vous que la farine de sarrasin ne soit pas coupée avec de la farine de riz ou de la farine de blé blanche. Dans ce cas, ça ne sera pas faible indice glycémique. Ensuite, vous avez les pâtes de légumineuses. Donc ici, vous avez comme exemple les pâtes à la farine de pois chiche. C'est un très bon exemple de pâtes à faible indice glycémique puisqu'il y a 100% de farine de pois chiche dedans. Donc l'indice glycémique est seulement de 35, donc là vous pouvez vous faire plaisir. La seule chose, ça sera que la texture sera un petit peu différente, mais surtout il y aura un petit goût de pois chiche, hein. Forcément c'est des pâtes 100% pois chiche, donc il faudra tout simplement en fait les cuisiner avec une bonne sauce gourmande, une sauce à la tomate, une sauce crème champignon par exemple, crème de cajou aux champignons, ça sera très gourmand. Une sauce miso, vous pouvez vraiment vous faire plaisir, une sauce au potimarron façon mac and cheese aussi, avec de la levure maltée par exemple dedans, c'est hyper gourmand. Les pâtes de légumineuses en règle générale, elles ont un goût qui va être un petit peu plus typé que la farine de blé, hein, ce qui est normal, c'est pas du blé, c'est des légumineuses. Donc choisissez une sauce qui soit bien enrobante avec et ça sera bien gourmand tout en étant à faible indice glycémique. Faut vous régaler, en fait, choisissez vraiment en fonction de vos goûts, c'est important. Faut pas manger ces pâtes-là par dépit, faut en choisir vraiment qui vous plaisent en goût et en texture. C'est pas parce que les autres personnes mangent ces pâtes-là que vous êtes obligé de les aimer, hein, loin de là. Si vous aimez pas, eh bien passez à une autre marque ou à une autre légumineuse, à un autre type de pâte, tout simplement qui vous plaise. Ne vous frustrez pas à manger des pâtes que vous n'aimez pas, j'en vois pas trop l'intérêt, surtout que les pâtes de légumineuses, ça a tendance à être plus cher que les pâtes à la farine de blé. Donc si vraiment c'est les pâtes à la farine de blé qui vous font plaisir, prenez du blé complet voire intégral et voilà, vous tracassez pas pour des pâtes qui auront un plus faible indice glycémique mais que vous ne mangerez pas avec plaisir. Faites-vous plaisir de manière plus occasionnelle peut-être, mais avec des choses que vous aimez. Donc voilà, avec toutes ces variétés de pâtes différentes qui existent, on peut facilement varier les plaisirs et les saveurs avec des sauces différentes, avec des plats, franchement des accompagnements différents. On peut faire des one pot pasta, on peut faire plein de choses en fait qui vont être hyper gourmandes. On peut faire des ramen, on peut faire tout un tas de choses. Et en fait, en un rien de temps, puisque les pâtes, surtout les pâtes de légumineuses, les pâtes de sarrasin, ça cuit en 8-10 minutes maximum. Et vous avez, pendant ce temps-là, vous cuisinez quelques légumes pour aller à côté, un peu de tofu si vous voulez, ou une protéine végétale supplémentaire, et vous avez votre plat qui peut être prêt en 15-20 minutes max, et que vous pouvez faire en grosse quantité, voire réchauffer le lendemain si vous voulez en emmener en lunchbox pour le midi. Et ça, c'est quand même ultra pratique, ça dépanne bien. Donc c'est un essentiel pour moi à avoir dans nos placards. Alors ensuite, après les pâtes, il vient les farines. Donc quand on adopte une alimentation à faible indice glycémique, on bannit souvent la farine blanche. La farine blanche, si vous avez quelques paquets dans vos placards, j'ai une petite vidéo pour la transformer en magnifique sétan qui réduit l'indice glycémique de la recette à 0 et qui transforme ça en protéines végétales. Je vous invite à visiter cette petite vidéo pour découvrir cette recette qui est franchement bluffante et bien gourmande, déclinable à volonté. Donc niveau farine, qu'est-ce qu'on choisit? Ici, moi j'ai 3 essentiels, on en a à foison des farines à faible indice glycémique, mais pour moi, j'en ai testé plein, mais pour moi, il n'y a pas besoin d'en avoir 50, surtout que ça nous ruine facilement. Il y en a qui sont vraiment très très chères des farines. Donc, je préfère me limiter à 3 farines principales que j'utilise tout le temps. La farine de seigle complète, donc T130, qui va me servir surtout pour la réalisation de pain et pour entretenir mon levain, puisque j'ai mon petit levain qui est juste ici. Hop, que je nourris donc régulièrement pour faire de bons pains complets, que j'utilise également pour faire des crêpes, pour faire fermenter diverses pâtes
et réaliser des préparations qui vont être gourmandes et à faible indice glycémique. Si vous voulez, j'ai une petite vidéo pour réaliser son levain en pas à pas à la maison qui est juste ici. À part la farine de seigle, donc j'utilise énormément la farine de petit épeautre intégrale et la farine de pois chiche. Donc je fais énormément de pain avec le duo farine de pois chiche et petit épeautre fonctionne super bien. Ça donne des pains ultra gourmands, ultra riches en protéines, en fibres et un tout petit indice glycémique puisque la farine de pois chiche a un indice glycémique de 35, celle du petit épeautre est de 40, donc voilà, petit indice glycémique, on peut se régaler avec. Si on veut se faire des repas tartines avec un pain qui est uniquement composé de ça, c'est tout simple, hein, même si on met juste des légumes dessus, on a notre base légumineuse et grains complets, donc on a des protéines, des glucides, on rajoute de bons légumes rôtis ou crus dessus, des bonnes tartinades, une bonne salade et voilà, le repas est fait, il n'y a pas besoin de se casser la tête. Le soir, si j'ai pas envie de cuisiner, on sort des tartines, on les réchauffe, on garnit et c'est prêt. En 15 minutes, le repas est fait, donc ça pour moi c'est un indispensable. La farine de petit épeautre et de pois chiche, elles sont également excellentes pour réaliser par exemple des pâtisseries, tout ce qui est boulange, donc pâte à pizza, pâte à fougasse, etc. J'utilise uniquement ces farines-là, franchement je les décline à volonté. Après il y a juste à varier un peu, on met plus de farine de petit épeautre, moins de pois chiche ou vice versa. Encore une fois c'est des farines qui sont sans gluten, voire très pauvres en gluten. Le petit épeautre c'est une farine non hybridée, donc un cousin éloigné du blé, et qui a très peu de gluten présent à l'intérieur. Par contre, moi j'utilise 2 farines seulement, c'est au maximum, puisqu'il y en a qui m'ont donné des retours comme quoi ils n'arrivaient pas à travailler la farine de petit épeautre puisque c'est vite friable, ça se comporte un peu mal pour faire du pain, etc. Il y a 2 marques qui sont extra, donc non sponsorisées, hein, c'est juste après des années de pratique et de tests, j'ai vu que ces farines-là, elles sont franchement géniales par rapport aux autres. C'est la marque Moulin des Moines, ou cette marque-ci, hop, j'en ai une juste là, c'est celle qui est faite par La Fourche, en fait, une boutique bio en ligne qui fournit donc des aliments secs. Très pratique pour faire ses courses. J'ai trouvé celle-là, en fait, c'est des farines qui vont être moulues sur meule, tout simplement, et ça va tout changer. Vous allez voir quand vous allez travailler la pâte, en fait, ça va développer quand même ce réseau de gluten. En fait, elle est ultra panifiable, celle-ci, et la marque Moulin des Moines également, et elle se travaille super facilement. Elle va vachement bien lever au four, même combinée avec la farine de pois chiche, ça donne des résultats franchement excellent et incomparable avec les autres farines de petits épeautres que j'ai pu tester. Donc elles sont franchement très bien. Si vous avez du mal avec les farines de petits épeautres, testez celle-là, vous m'en direz des nouvelles. Alors la farine de pois chiche aussi, je l'utilise énormément pour faire par exemple des omelettes végétales. En 3 coups de cuillère, c'est prêt. Vous avez juste à mélanger de la farine de pois chiche avec de l'eau et des épices et vous cuisez ça à la poêle, ça vous donne une omelette et c'est franchement délicieux. Donc c'est des crêpes de pois chiche un peu plus moelleuses et ça donne en fait cet aspect omelette un peu qui est ultra gourmand pour rajouter par exemple dans vos préparations. Si vous voulez faire un riz cantonais avec des petits dés de tofu fumé, c'est franchement génial. Ça fait le coup de bluff, vous la coupez en petits morceaux et c'est franchement extra. Et la farine de pois chiche, il faut savoir aussi que c'est un super épaississant. Par exemple, si vous voulez réaliser des béchamels ou épaissir vos sauces, vous remplacez la farine blanche par de la farine de pois chiche. Le résultat sera extra. Donc il y a un goût forcément dans la béchamel qui sera un petit peu plus typé, puisque la farine de pois chiche, en fait, selon les marques, vous aurez des saveurs qui seront plus présentes ou plus basses. Et il me semble que la marque Marcal Bio est plus neutre en goût, vous aurez un goût qui sera moins marqué dans vos préparations, si jamais ça vous dérange un petit peu. Après voilà, c'est selon les marques, il y en a une variété immense. Testez et voyez en fait celle que vous préférez tout simplement. Mais dans les béchamels ou dans les sauces, le côté épaississant est franchement génial pour avoir des préparations à faible indice glycémique, tout simple avec juste de la farine de pois chiche.
c'est totalement faisable et c'est très gourmand. Et en plus, en fait, le fait de mettre de la farine de pois chiche, en plus de baisser l'indice glycémique de vos préparations, ça fait un bon apport en protéines végétales dans vos préparations qui sera en plus du reste, donc ça, c'est toujours bon à prendre. Alors maintenant, on va passer aux céréales, entre guillemets, hein, puisque j'englobe ici beaucoup de choses dans le terme céréales, même si par exemple le quinoa et le sarrasin qui sont pas vraiment des céréales. Voilà, c'est grosso modo le terme que je vais utiliser ici pour tout englober, ça sera plus simple. Donc personnellement, qu'est-ce que j'utilise? Du sarrasin, des grains de sarrasin entiers, moi j'adore ça, je le consomme sous toutes ses formes, donc soit en grains entiers, vous pouvez l'utiliser façon risotto, vous pouvez l'utiliser donc en accompagnement comme du riz, des pâtes, etc. Ou alors, moi ce que j'adore faire, c'est le faire tremper la veille, puis le mixer pour en faire de bonnes crêpes. J'adore utiliser de la farine de sarrasin également pour faire de bonnes galettes de sarrasin, mais vous pouvez aussi faire des crêpes à base de grains de sarrasin entier. Vous avez une petite vidéo pour les faire d'ailleurs sur ma chaîne. Et en fait, vous avez un goût qui sera vraiment tout doux sur la langue. S'il n'y a pas ce côté très très typé que peut avoir la farine de sarrasin, là on a vraiment un côté très moelleux, très doux en bouche. Si le goût du sarrasin est trop fort pour vous, en fait les grains de sarrasin n'apporteront pas ce goût fort et peut-être que ça vous plaira, que ça vous réconciliera avec le sarrasin. Pour des préparations sans gluten, on peut également en faire des pains et c'est franchement extra, ça donne des résultats assez bluffants. Ensuite donc vous avez la farine de sarrasin, donc vous pouvez l'utiliser pour faire des pâtes, des pains, des cakes, des gâteaux. Vous pouvez la décliner à volonté, franchement il y a une foison de réalisation à faire avec la farine de sarrasin également. Donc ça c'est une farine aussi à avoir dans nos placards. Vous pouvez aussi en faire de bonnes chips juste en réalisant en fait des galettes de sarrasin. Ces galettes vous les laissez refroidir, vous les coupez en petits carrés, vous les passez au four environ 10-15 minutes à 180 degrés et là vous obtenez de bonnes chips bien gourmandes. Donc ça pour l'apéro c'est ultra cool. Ça fait des petites chips à faible indice glycémique, c'est bien gourmand et franchement on nous en redemande tout le temps. Alors ensuite vous avez tout simplement le quinoa. Le quinoa c'est pas au goût de tout le monde, hein, vous forcez pas à en manger si vous n'aimez pas. Si vous n'en consommez pas pour raison éthique aussi, maintenant on en trouve de plus en plus facilement du quinoa français. Donc de plus en plus abordable surtout puisque c'est pas à portée de toutes les bourses, hein, le quinoa français en général. Maintenant on en trouve de plus en plus et surtout plus abordable, donc occasionnellement ça peut être une très très bonne source aussi en protéines végétales et c'est un tout petit indice glycémique, hein, on a un indice glycémique de 35 et ça c'est facilement déclinable. Vous pouvez l'utiliser en salade, vous pouvez l'utiliser pour faire de bons risottos également, donc à la place du riz. Ça fonctionne très bien, ça absorbe bien la sauce, ça devient bien moelleux, gourmand. Personnellement j'adore ça dans des quinotos, en fait c'est pas des risottos, c'est des quinotos aux bons champignons avec une bonne sauce aux amandes, par exemple une crème d'amande à l'intérieur. C'est franchement ultra gourmand et moi j'adore ça, faire un petit bouillon miso avec pour avoir une bonne note un peu corsée et avoir cette petite saveur umami. Ça fonctionne très très bien avec le quinoa. Et ensuite tout simplement vous avez le riz. Donc le riz, moi je consomme du riz basmati semi-complet. Le riz basmati en fait c'est le riz pour les personnes diabétiques ou les personnes qui font attention à l'indice glycémique de leur bol alimentaire, puisque tout simplement c'est le seul riz qui est avec le riz vénéré aussi, le riz noir, qui est à faible indice glycémique de manière naturelle puisqu'il est riche en amylase. Donc c'est des amidons en fait qui vont être absorbés de manière plus progressive par le corps, ça va être plus long à digérer et donc les glucides vont être répartis plus progressivement dans le sang et ça évite les pics de glycémie, donc la hausse de sucre, du taux de sucre dans le sang après ingestion du repas. Donc ça c'est pas mal à savoir quand on veut ajouter, en fait on a envie d'une bonne portion de riz pour faire du riz cantonais par exemple ou faire des risottos, etc. Privilégiez plutôt le riz basmati qui sera naturellement à faible indice glycémique. Si vous le choisissez semi-complet, il y aura un petit peu plus de fibres et de protéines, c'est encore mieux et vous vous régalerez avec un bon plat. Donc ensuite, parmi les essentiels, dans une alimentation végétale, ça va être beaucoup les légumineuses également. Donc les légumineuses, certaines personnes ont du mal à les digérer. Si vous les digérez mal
il y a l'option fermentation tout simplement, par exemple en les incorporant dans des dosas. Donc moi j'adore utiliser par exemple des lentilles corail dans mon alimentation puisqu'elles vont facilement s'incorporer. En fait quand on va les cuire, elles vont être vachement moelleuses, avoir une texture qui va facilement se mixer. C'est pour ça que j'adore les utiliser puisque je peux les incorporer par exemple dans mes dosas quand je fais des crêpes au grain de sarrasin entier ou autre grain. J'ajoute une petite portion de lentilles corail dans ma pâte et en fait une fois que c'est mixé ça passe inaperçu et ça rajoute une belle dose de protéines en plus. Vous pouvez en ajouter également dans vos soupes, par exemple dans une bonne soupe de potimarron, ça va être excellent. Vous vous rendrez même pas compte qu'il y a des lentilles dedans, mais ça rajoutera plus d'épaisseur, plus de gourmandise pour ceux qui trouvent que une soupe sans pommes de terre ça manque un peu de texture. Vous pouvez ajouter des lentilles corail, ça ajoutera en fait cette épaisseur que vous cherchez dans les soupes tout en apportant une bonne dose de vitamines, de minéraux et de bonnes protéines végétales. Sinon, vous pouvez aussi les cuisiner sous forme de dalles avec de bons nanes à la farine complète. C'est ultra gourmand avec de bonnes épices. C'est un délice. Vous pouvez le déguster façon soupe ou un petit peu plus égoutté pour avoir une consistance plus épaisse. C'est un plat qui est à la fois ultra gourmand et à la fois ultra consistant. Donc par exemple, à l'entrée de l'hiver, c'est le plat par excellence pour avoir un bon bol de réconfort en fin de journée. Donc niveau légumineuses, je consomme aussi des pois chiches. Bon, ça vous l'avez vu un peu sous toutes ses formes, surtout en farine, sous forme de pâte également, mais je peux aussi en ajouter de temps en temps dans mes plats pour des couscous végétariens par exemple. Le pois chiche, ça fait totalement l'affaire. Dans des bons currys aussi, c'est excellent. Vous pouvez en ajouter un peu partout dans vos salades si vous voulez plus d'apport en protéines, si vous voulez un plat plus consistant également, c'est impeccable dans les taboulés, dans plein de choses en fait en toute saison. Vous pouvez aussi les faire rôtir pour un côté super gourmand avec un peu d'oignon et quelques épices, un bon filet d'huile d'olive et vous avez un plat en fait qui se prépare tout seul au four. Vous rajoutez juste un peu de céréales et de bons légumes avec. Les pois chiches rôtis, c'est vraiment le plat par excellence qui se prépare super rapidement tout seul et avec peu d'efforts. Alors ensuite, il n'y a pas que les lentilles corail, il y a aussi les lentilles vertes. Donc les lentilles vertes, c'est des lentilles françaises. Elles vont être excellentes en sauce en fait, ces lentilles. Il y a beaucoup de personnes qui les mangent surtout, par exemple, dans le fameux plat petit salé lentilles. Moi ici, ce que je propose souvent de faire, c'est les préparer sous forme de bolognaise. C'est excellent. Les lentilles vertes, en fait, elles vont garder quand même de la texture. En bouche, c'est vachement gourmand puisqu'il y a le fondant de la sauce, mais il y a quand même de la mâche. On ne veut pas quelque chose qui soit bouilli. Quand on fait des lasagnes par exemple ou des plats divers et variés, dans une bolognaise, on veut quand même qu'il y ait de la texture sous la dent. Donc là, c'est ce qui va permettre en fait de garder une bonne texture pour préparer de bonnes terrines végétales également. Les lentilles vertes seront excellentes puisqu'elles donneront une texture un peu bluffante à vos terrines. Il y aura cet aspect visuel en fait qu'on recherche dans une terrine qui va légèrement s'émietter mais qui garde une texture à la fois fondante mais qui a de la mâche quand même. C'est vraiment cette texture particulière et versatile que j'adore rajouter dans mes plats. Dans une bonne sauce au curry également, ce sera excellent et en plus grâce à elle vous aurez un excellent apport en fer et en protéines végétales, donc ça c'est tout bénef. Et enfin le soja, moi j'ai aucun problème avec le soja, je le tolère très bien, je le digère très bien, mais surtout j'adore le cuisiner à toutes les sauces, faire du lait, des yaourts, du tofu. Je le fais fermenter également pour en faire de bons fromages végétaux maison et ça c'est franchement l'ingrédient par excellence qui coûte rien du tout à l'achat et dont on peut faire multiples préparations. Si on prend par exemple le tofu, c'est l'exemple parfait pour ajouter un maximum de protéines dans vos plats sans ajouter du glucide, puisque quand on va utiliser des légumineuses, etc., pour ajouter des protéines végétales dans nos plats, ça va ajouter des glucides en plus si vous consommez par exemple du riz à côté ou des pâtes, que là le tofu c'est que des protéines, vous n'ajoutez pas ou très peu de glucides en supplément et donc
Ça se prépare, en plus on en trouve des tout préparés, du fumé, à la japonaise, à l'ail des ours, à toutes les sauces qui sont déjà prêts, il n'y a plus qu'à le poêler et à l'ajouter dans notre petit plat, et ça c'est franchement top quand on veut pas se prendre la tête à cuisiner et qu'on veut un bon plat bien gourmand et consistant sans augmenter forcément la dose de glucides. Donc c'est pour ça que pour moi ça en fait un indispensable puisque je l'utilise vraiment à toutes les sauces. Et enfin, parlons gourmandise. Donc, qui dit alimentation à faible indice glycémique dit peu de sucre, mais pas zéro gourmandise. Ici, donc, les indispensables, donc si j'ai envie d'un encas gourmand, ça va être beaucoup des fruits secs pour ma part. Donc commençons par les noix et les oléagineux. Donc je consomme énormément de noix, donc c'est très riche en oméga 3 et c'est très gourmand, c'est très riche en nutriments. Tout ce qui est noix oléagineux, ça va vous apporter un maximum de calcium, de zinc, de magnésium, donc des nutriments qui sont essentiels au quotidien. Donc on ne s'en prive pas. Et en plus, ça va nous permettre de nous apporter en fait un maximum d'acides gras essentiels. Donc si vous ajoutez de bons acides gras en fait dans vos plats, ça va rallonger le temps de digestion de votre bol alimentaire, donc ça va être digéré plus lentement, ce qui fait que les glucides vont être ingérés plus lentement également, et donc on va avoir une répartition des glucides plus progressive dans le sang, et ça évite les pics de glycémie après les repas. Donc par exemple, si vous voulez un encas, vous avez envie d'un fruit en dehors de repas, et bien avec une petite poignée d'oléagineux, d'amandes, de noix, de noisettes par exemple, et bien ça va permettre de limiter le pic de glycémie, et ça va vous caler surtout sur plus longtemps puisque vous allez le digérer plus lentement, et donc vous allez être calé plus lentement. Ça va être plus intéressant. Alors j'adore en plus en rajouter dans mon bol alimentaire quotidien puisque c'est ultra riche en protéines également, hein, donc avoir des protéines végétales en plus qui sont apportées grâce aux noix et aux oléagineux, c'est pour moi essentiel, et ça rajoute une bonne dose de gourmandise. Par exemple, vous faites torréfier quelques petites noisettes juste à la fin de la préparation de votre plat et que vous les émiettez dessus. Vous allez voir, ça ajoute une note super gourmande, par exemple dans les currys, dans les salades, etc. Des petites graines ou noix grillées, c'est franchement excellent, ça rajoute du gourmand, croyez-moi. Alors côté sucré, pour moi j'utilise plus du tout de sucre en fait dans mon alimentation au quotidien, mais par contre j'adore utiliser des fruits secs. Donc pour tout ce qui est fruits secs, en alimentation à faible indice glycémique, on optera de préférence pour des abricots secs, des figues ou des pruneaux. Vous avez aussi les cranberries séchés qui sont à faible indice glycémique, mais du coup qui sont plus originaires du Canada. Mais en termes de saveur, voilà, c'est les fruits secs, c'est ma petite gourmandise. Par exemple, des fois à la fin du repas ou quand je prends un thé ou à l'heure du goûter, j'ai envie d'un peu de fruits secs. Alors je mange des fruits frais, hein, en général en collation ou en dessert, mais j'aime bien me faire plaisir avec de bons fruits secs. Et quand c'est comme ça, j'aime bien en avoir de qualité quand même qui sont présents, donc je les choisis bio. C'est pour ça que ici les abricots sont marrons. Puisqu'ils ne sont pas traités, hein, tout simplement. Et c'est mon plaisir gourmand. En général, j'essaye de les associer avec une bonne poignée d'oléagineux pour éviter les pics de glycémie. Mais si vous en mangez un ou deux, c'est pas ce qui fera péter votre compteur. Attention tout simplement à votre sensibilité au sucre, à la réaction de votre corps au sucre. Mais voilà, c'est un petit plaisir non coupable, hein, totalement, que j'adore. Et quelques carrés de chocolat noir, 85 ou 90%, c'est le plaisir gourmand le soir enroulé dans un plaid, ou tout simplement pour accompagner un bon thé. Ça ajoute une note de plaisir quand on a envie d'un peu de réconfort et de gourmandise. Ce chocolat-là, il fait pas grand mal, il y a très peu de sucre dedans, il y a de bons acides gras, il y a du magnésium, il y a plein de nutriments, et surtout ça fait du bien au moral. Donc un petit carré de temps en temps, on ne s'en prive pas. Et pour finir, il y a un ingrédient un peu atypique que je garde dans mes placards en fait de manière régulière. J'aime bien mettre un peu de psyllium dans mes préparations, environ une cuillère à café par jour dans vos collations, donc dans des yaourts, c'est à ajouter dans les préparations, ou alors quand vous faites des préparations sans gluten également, ça va permettre de lier un petit peu plus la pâte. Si vous voulez pas des choses qui soient trop friables,
vous avez le psyllium qui va aider à faire gonfler, aider à lier ces préparations. Et franchement, c'est ultra versatile. Donc, on n'en utilise pas énormément. Donc, le paquet coûte un petit peu cher à l'achat, mais ça dure sur super longtemps. Donc voilà, c'est à utiliser de temps en temps quand on a besoin d'un peu de confort digestif ou quand on sent qu'on a du mal à être rassasié tout simplement au quotidien. Mettre un petit peu de psyllium, ça peut aider à avoir plus cette sensation, ce sentiment de satiété à la fin du repas. Ça aide bien et en plus ça aide à réguler le transit de manière naturelle, donc c'est tout bénef. Et moi j'aime bien rajouter de temps en temps dans mes préparations. Voilà, du coup, on a fait vite fait le tour de mes placards, donc pour voir un peu mes essentiels tout simplement. Donc j'espère que ça vous donnera des idées. Si le format vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo. Plus ça touche de gens, plus ça pourra en aider, en inspirer. Parce que ça arrive souvent, hein, même à moi, d'être à court d'idées pour faire les courses, pour varier un petit peu les plaisirs dans mes assiettes. Donc si ça peut vous aider ou si ça peut aider quelqu'un d'entre vous, n'hésitez pas à partager. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, pour vous inspirer, pour vous donner de bonnes idées, recettes et vous régaler à faible indice glycémique avec de bonnes recettes gourmandes et végétariennes. Allez, à bientôt!